Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la 4e des jours heureux. Des jours heureux, c'est marrant d'ailleurs qu'on ait appelé ça des jours heureux parce que en ce moment, ça fait 1 an que les jours, quelque part, sont moins heureux pour, pour pas mal de monde de par le monde d'ailleurs. Ce soir, on a intitulé l'émission « Comment le corona a changé nos vies ?» Parce que je pense qu'il y a peu de monde aujourd'hui qui pourrait dire le contraire. Il a changé de différentes manières en fonction des gens. Ça a été positif pour Jeff Bezos à Amazon, par exemple, mais à part lui et 2-3 de ses amis, la dernière année, je pense, a été très difficile à plusieurs points de vue pour tout le monde. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Jacinthe Mazzochetti, qui est anthropologue au laboratoire d'anthropologie prospective à l'ULC Louvain et autrice. Elle travaille principalement sur les questions de migration, jeunesse, précarité, inégalité. Et son dernier ouvrage, qui est un ouvrage collectif, s'appelle « Masquer le monde, pensée d'anthropologue sur la pandémie ». C'est sorti en 2020 et c'est co-signé avec plusieurs autres auteurs. Nous avons aussi Jean Cornil, qui est conseiller politique de Présence et Action culturelle et qui est lui aussi auteur. Donc déjà, bonsoir Jean et bonsoir Jacinthe. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et comme je le disais juste avant, on vient de fêter Pâques. Enfin, je ne parle pas du Pâques religieux, on vient de planquer des œufs dans... Oh pardon, j'espère que les enfants ne regardent pas. C'est quoi? C'est les cloches qui planquent les œufs dans les jardins, évidemment. C'est pas les parents. Et ça fait 1 an, du coup, en gros, qu'on est sous le coronavirus ou le Covid et toutes les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre ce virus. Et on va commencer par parler de ça. Moi, ce que je voulais peut-être commencer avec toi, Jacinthe. Parce que je pense que pour comprendre le présent et pour comprendre dans la galère dans laquelle on est en ce moment, il est vraiment important d'avoir quand même une vision sur le passé, sur ce qui s'est passé avant, ce qui a permis à une telle crise d'arriver aujourd'hui dans des pays en plus soi-disant développés comme la Belgique et l'Europe. Il y a par exemple un rapport, et je sais que vous en parlez aussi dans votre livre, il y a un rapport qui est sorti il y a peut-être 8 mois maintenant, qui expliquait que la pandémie du Covid-19, mais les pandémies en général, sont le résultat direct de la destruction de la nature et de la biodiversité. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, par exemple? Oui, évidemment, il y a tellement de choses qui pourraient être mises en avant, mais ce qui est certain, c'est que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on doit avoir une perspective historique sur la dégradation progressive à la fois des espaces et des conditions de vie. Et ce que tu mets en avant, ce qui est rappelé dans différents rapports et dans notre ouvrage, c'est que la question des zoonoses, qui est voilà la question aujourd'hui d'actualité, eh bien aujourd'hui on sait qu'il y a un lien entre l'augmentation des zoonoses et la dégradation, la destruction de la biodiversité, et plus largement on sait aussi qu'il y a un lien entre de très nombreuses maladies, entre la mise à mal de la santé et la destruction de la biodiversité. Et donc c'est vraiment important de réfléchir à la fois à ce que certains appellent la question de l'anthropocène, mais à ce que d'autres appellent la question de la capitalocène. Je trouve que ce vocable-là me parle plus. Donc c'est vraiment l'idée que le capitalisme et donc notre système économico-politique est responsable des déséquilibres environnementaux actuels. Donc il y a là quelque chose de structurel qui ne va pas s'arranger de soi, et que donc il y a la catastrophe contemporaine, mais il y a certainement d'autres catastrophes à venir. Et ce qui me semble aussi peut-être important à mettre en avant, c'est face à ces différentes réalités, des formes de déni et de toute puissance.
Et donc le déni, c'est ne pas vouloir voir ce qui est là. Et donc à partir du moment où on ne voit pas, eh bien forcément on ne se prépare pas. On n'est pas non plus dans une perspective de changement social. Et la toute-puissance, c'est un peu cet imaginaire qui continue à nous porter, mais qui est aujourd'hui largement effrité. De finalement, toutes les solutions sont là dans la science, le progrès. On peut continuer sur le même chemin. On trouvera par cette voie de quoi continuer à consommer sans se confronter vraiment à la nécessité d'un changement plus radical. Est-ce que d'après toi, quand je t'entends parler, là, moi j'ai l'impression que on va droit dans le mur, en fait. Genre cette manière de penser, de se dire que l'humain est tellement puissant, le progrès, la technologie est tellement puissante que il va y avoir d'autres pandémies, mais on trouvera toujours des vaccins, des masques FFP12, des choses comme ça. Mais on sait pourtant très bien que la nature, c'est une ressource qui est épuisable au bout d'un moment. Donc, est-ce que ça te fait peur, toi ? Oui, clairement, ça fait peur. Ce qui fait peur, surtout, c'est ce refus d'admettre là où nous en sommes. Parce qu'à partir du moment où on n'admet pas qu'on est vraiment au seuil, là, et cette pandémie est là aussi, elle vient nous confronter de manière forte, mais malgré cette confrontation, il y a quand même, c'est difficile de se dire qu'on est à un moment de société où un changement radical, et cette fois, c'est même plus de l'ordre du choix, c'est un indispensable, parce que sinon, en effet, on va droit dans le mur. Alors, on peut continuer à vivre, mais à quel prix ? Dans quelles conditions, avec des écarts toujours plus grands entre les humains sur la planète, avec des diffractions toujours plus grandes, avec des conditions de vie aussi de plus en plus dégradées pour la majorité, parce qu'effectivement, on vit dans un monde aux ressources qui sont en effet épuisables, mais qui sont aussi, je ne sais pas le mot, mais non seulement on les épuise, mais on abîme aussi les possibilités de réparer finalement les dégâts que nous avons causés. Et donc, il y a urgence. Oui. Je vais venir à toi, Jean. Dans un article que j'ai lu par rapport aussi au livre qu'a coécrit Jacinthe, il y avait un sous-titre qui disait, pour pas dire, oui, l'humain, le vrai virus. Est-ce que ça te fait réagir, cette phrase ? Bonsoir à toutes et à tous. Karl Marx écrivait « L'histoire a plus d'imagination que les hommes ». Homme au sens large. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au fond, ce que nous sommes en train de traverser, cette crise systémique, complexe, multiple, est le reflet de l'extrême vulnérabilité du système Terre. Je dirais que si on prend, ça a été mis en avant par beaucoup de penseurs, d'intellectuels, de militants, de citoyens alternatifs, si on prend le tableau de bord du système Terre, au milieu du XXe siècle, on voit simplement que tous les indicateurs, qu'ils soient les indicateurs naturels, acidification des océans, émissions de CO2, recul de la biodiversité, stress hydrique, érosion des côtes, je pourrais en citer énormément, et de l'autre les indicateurs humains, démographie, croissance économique, croissance de l'investissement, croissance des inégalités, tous ces indicateurs, à partir de 1950, adoptent une courbe ascendante exponentielle. Ce qui a d'ailleurs débouché sur un certain nombre de travaux, comme par exemple en 1972, les travaux de Denis Meadows et de son épouse sur la question du Club de Rome et de la finitude. Et donc ça pose cette question essentielle. Comment est-ce que notre modèle anthropocène, capitalocène, anglocène, qui a démarré principalement avec la révolution industrielle, d'abord en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, et puis avec les révolutions politiques, l'amplification de la croissance et des déprédations des ressources naturelles et des écosystèmes tout au long du XIXe et du XXe siècle, avec la logique capitaliste qui est
extrêmement clairement à la fois prédatrice des ressources et grande productrice d'inégalités sociales, mais aussi les régimes entre guillemets communistes jusqu'en 1989, qui aussi sur la question écologique étaient absolument dramatiques. Qu'on pense à la catastrophe de Tchernobyl en 1986, qu'on pense à la mer d'Aral. Bref, deux systèmes, deux faces, Franck, d'un système historique qui, sur plusieurs siècles, qui est incompatible fondamentalement avec la préservation et la capacité de régénération du système Terre. Et donc, face à ça, au fond, pour moi, aujourd'hui, cette pandémie qui est effectivement dans la longue suite des zoonoses depuis plus largement plus d'un siècle, elle est le reflet de cette crise avec cette question que tu poses, qui est une question de nature philosophique. Est-ce que le vrai virus, c'est l'humain? Chacun persévère dans son être, que ce soit le virus, que ce soit l'humain, que ce soit le pommier, que ce soit le renard, et tout doit cohabiter. Or, comme dit Philippe Descola, aujourd'hui, nous sommes sur la morale occidentale, sur la logique du grand partage entre, d'un côté, je dirais, l'activité prométhéenne de l'homme destructrice de la nature. Alors, on peut débattre si ça a commencé avec la Bible, si ça a commencé avec Descartes, ou même déjà dans l'Antiquité, sous la Grèce antique ou sous Rome. Et puis, de l'autre, effectivement, cette logique de mettre en place un système radicalement alternatif, qui est, comme disait Hyacinthe, extrêmement difficile à penser, puisque l'impensé global, je dirais, de toutes les politiques dominantes, qu'elles soient de gauche ou de droite, pour simplifier, un peu caricaturer les choses, pardonnez-moi, c'est de dire les sciences et les techniques vont nous sauver. Le salut est dans le transhumanisme, si je prends la pointe immergée caricaturale de l'activité scientifique aujourd'hui et des rêves les plus fous de peupler Mars ou de coloniser la Lune, et donc de trouver une solution, mais qui effectivement, de mon point de vue plutôt pessimiste ou même plutôt tragique de l'histoire, nietzschéenne d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous devons modifier profondément le logiciel mental de chacun des humains, mais du système Terre. Et donc, c'est compliqué parce que ça demande de lutter aussi contre nos propres habitudes, contre nos propres comportements, de remettre en cause les grandes valeurs qui irriguent encore aujourd'hui, je dirais, la modernité politique, la philosophie politique, et donc de substituer, et j'en termine par là pour ne pas être trop long, mais la contemplation plutôt que l'action, de substituer, je dirais, au travail d'autres valeurs plus fondées sur comment est-ce que je dirais ça, sur le silence, sur la lenteur, et bien sûr qu'il y a toute une série d'alternatives qui éclosent un petit peu partout sur tous les continents dans cette logique-là, mais elle est extrêmement faible, évidemment. C'est ce que Bénédicte Magny appelle toutes les révolutions minuscules qui éclosent un petit peu partout, mais qui sont évidemment extrêmement faibles face au rouleau compresseur, je dirais, du capitalisme du capitalisme libéral productiviste, peu importe comment on l'appelle, qui est de marchandisation du monde, qui est, pour reprendre et terminer par une expression de Marx, tout soumettre à la valeur d'échange plutôt qu'à la valeur d'usage. Alors, est-ce que cette crise aujourd'hui va permettre de changer, je dirais, la ligne de route du vaisseau Terre? C'est toute la question. Et c'est ce qu'évidemment, intimement et politiquement, j'espère. Mais je crains aujourd'hui à entendre les discours des uns et des autres que tous toutes et tous souhaitent qu'on revienne comme avant. Mais donc, comme avant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Merci Jean. On va venir on va y venir à ça, donc au présent et au futur. Est-ce qu'on veut revenir comme avant ou pas? Moi personnellement, ce qui m'a choqué dans cette crise, c'est que donc on a eu les premiers indicateurs qu'il y a quelque chose qui allait pas bien en décembre, il me semble, l'année dernière. On a eu tout d'abord un déni de nos hommes politiques et des médias compris par rapport à ce virus, qui était un truc chinois qui allait rester là-bas. Ensuite, c'était une petite grippe, fallait pas s'inquiéter. Et c'était le 15 mars, donc décembre, janvier, février, mars, 3 mois plus tard, alors que 3 mois avant, on nous disait non, c'est chinois, puis ça va pas venir ici, puis c'est rien du tout. 3 mois plus tard, on se retrouve confinés. C'était un vrai confinement à l'époque, je vous rappelez, j'en suis sûr, où il n'y avait plus de voitures, plus d'avions, on ne sortait plus, on restait chez soi, on avait le droit de sortir 1 heure par jour. Et ce qui m'a choqué, c'est que les hôpitaux de nos pays, soi-disant, nos pays
industrialisés, en avance sur les autres, etc., nos hôpitaux, très rapidement, se sont trouvés en mode crise. Alors, moi, on m'aurait dit, oui, on a 6 mois de coronavirus, des gens qui rentrent, des gens malades, etc. Au bout de 6 mois, les hôpitaux craquent. On peut le comprendre. Mais quand quelques semaines, les hôpitaux soient déjà saturés, ça veut bien dire qu'à la base, et on a vu le rôle des infirmiers, du personnel de santé et des organisations comme par exemple des collectifs comme Santé en lutte, c'est qu'à la base, quelque chose n'allait pas. On n'aurait pas dû être en mode crise, on arrête tout aussi rapidement si le système de santé belge ou européen fonctionnait. Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Jacinthe, je t'en prie. Allez. Mais oui, mais ce que tu viens d'énoncer tombe tellement sous le coup de l'évidence. Si on a géré cette pandémie à l'ancienne en quelque sorte, hein, donc par le confinement, c'est aussi parce que, étonnamment, on a été pris par surprise. Alors on peut s'étonner du fait qu'on ait été pris par surprise parce que quand même ça fait bien longtemps que toute une série de rapports, de recherches et tout ça mettent en avant le fait que ça devait arriver et que ça arrivera encore. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait effectivement que c'est le résultat de choix, de politiques publiques, de politiques d'austérité et notamment autour des questions de santé, et pas seulement évidemment, autour aussi des questions d'éducation, des questions sociales, des questions culturelles, mais aussi autour des questions de santé. Et donc là, voilà, ça mettait en lumière, mais quelque chose qui est là depuis longtemps. Par ailleurs, en France, un tout petit peu avant qu'on tombe en confinement, il y avait vraiment des luttes, notamment du secteur de santé, par rapport à la demande de moyens, de revalorisation du métier, etc. Et donc, voilà, il y a la question des moyens matériels, clairement, au niveau des hôpitaux, de la médecine de manière plus générale, mais il y a aussi la question des conditions de travail. J'ai une collègue pour le moment qui s'appelle Christine Grard qui pilote une étude importante sur le métier infirmier, donc infirmier, infirmière, et le fait que de moins en moins, évidemment, de personnes veulent pratiquer ce métier et que ceux et celles qui le pratiquent y restent de moins en moins longtemps aussi, en lien avec des conditions de travail tout à fait déplorables, mais aussi une philosophie de travail qui est singulière, c'est-à-dire à quelle place mettons l'humain finalement dans des politiques aussi de gestion des hôpitaux qui sont des gestions du côté de la bureaucratie, de l'efficacité, de la performance économique et pas forcément. Alors c'est pas pour ça que évidemment les médecins et les infirmiers et infirmières ne pratiquent pas bien leur métier, mais dans quelles conditions et comment sont-ils aussi soutenus, évalués, etc. Donc toutes ces questions-là sont fondamentales. Il y a aussi une nécessité d'une revalorisation presque symbolique aussi de ces métiers, entre autres, hein, parce que la liste serait longue, mais des métiers qui permettent à une société évidemment de vivre au niveau de la santé physique, mentale, une société qui permet à une société de se tenir. Alors voilà, le fait d'applaudir les soignants, soignantes pendant le premier confinement, c'est quelque chose symboliquement d'important, mais en même temps, si ce n'est pas suivi maintenant et surtout demain de lutte pour que quelque chose change au niveau des politiques publiques, finalement, voilà, c'est OK, mais on ne vit pas d'applaudissements, même si ça peut faire du bien de se sentir soutenu. Donc il y a à la fois quelque chose qui était inscrit dans l'histoire, qui a montré évidemment toutes ces failles dans un moment présent, mais qui doit aussi nous servir absolument à penser la suite et à penser l'avenir, notamment pour les questions de santé. Je dis bien notamment, parce que c'est plus large. Jean, je te laisse réagir, mais avant ça, je voudrais juste commenter. Je me rappelle, j'avais parlé en avril dernier, je crois, il y a quasiment un an, à Miguel Benassayag, qui est un auteur et philosophe français. À l'époque où tout le monde était sur les balcons et applaudissait à 20h et où les hommes politiques parlaient de nos héros et nos héroïnes en parlant des infirmiers et des infirmières. Et Miguel m'avait dit, ne t'inquiète pas, dans 6 mois, les CRS taperont sur les infirmières pendant les manifestations. Et ça s'est produit, puisque je crois que c'était quasiment, même avant 6 mois, 3-4 mois plus tard, les infirmières dans la rue, en tout cas en France, s'étaient fait du coup taper dessus par les CRS. Donc voilà, et je te laisse réagir. Désolé, Jean.
Non, aucun souci, Franck, c'est ça le débat démocratique, justement. Moi, ce qui m'a le plus, je pense, interrogé et après en même temps choqué, c'est au fond le fait que face à cette crise systémique qui montre la vulnérabilité sous l'angle écologique, sous l'angle social, économique, politique, civilisationnel, anthropologique, bien sûr, c'est que la réaction soit au fond si conventionnelle, si classique. Bien sûr qu'il y a la question de l'inégalité sociale et du fait qu'on a privatisé depuis des dizaines d'années, depuis la révolution conservatrice américaine, disons ça comme ça, pour la fin des années 80, on a privatisé les grands services publics dans les pays d'Europe de l'Ouest et ailleurs aussi, avec les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, évidemment, dans le domaine des soins de santé, qui est le plus exposé, mais effectivement, le sous-financement des hôpitaux apparaît, je dirais, de manière beaucoup plus criante. Mais ça, c'est un processus, je dirais, hélas, de logique dominante aujourd'hui, auquel, au fond, une large partie de la population adhère. Après, c'est un débat, que ce soit une forme d'illusion, qu'il y ait... bref, mais en tout cas, il y a une politique de privatisation, de marchandisation, qui est aujourd'hui le modèle de management, de quantitatif, de chiffres. Alain Suppiot explique ça remarquablement. C'est la politique qui est aujourd'hui, et là, je dirais, majoritaire dans son versant social-démocrate comme dans son versant libéral, même s'il y a les identités nationalistes, populistes, d'extrême droite qui s'expriment de plus en plus, et les régimes autoritaires qui s'expriment, hélas, et qui apparaissent de plus en plus sur la planète. Mais donc, pour moi, ce qui me préoccupe et ce qui me choque, c'est au fond que beaucoup de personnes, en ce compris des gens qui réfléchissent à la situation, ont plutôt tendance à dire on veut revenir à comme c'était avant. Et donc c'est ça, moi, le problème, c'est-à-dire qu'on ne va, hélas, comme Marc Ferraud l'explique très bien dans son livre sur l'aveuglement de l'histoire du XXe siècle, on n'a pas été capable d'anticiper la situation, on n'est pas capable d'en situer le futur. Sans doute la pandémie actuelle du Covid-19, c'est un signal d'alarme d'autres catastrophes, d'autres crises extrêmement profondes, notamment la crise des dérèglements climatiques et de toutes les conséquences qui vont arriver. On n'est pas capable, nous humains, pour l'instant, d'avoir la sagesse, je dirais, la réflexivité, parce que beaucoup d'entre nous sont dans la survie immédiate, soyons extrêmement clairs, quand on parle de toutes les difficultés aujourd'hui ici. Tu as parlé des jeunes au bois de la Cambre, qu'est-ce que je devrais dire? Des millions de personnes, de femmes et d'hommes du Sud, pour qui se laver les mains avec du savon et de l'eau potable est un luxe, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ça. Donc je pense qu'il faut aussi bien prendre la mesure des inégalités extrêmement profondes qui traversent la planète, et que parfois nous on peut avoir des comportements entre guillemets de personnes relativement aisées, et on peut se plaindre, mais enfin je reviendrai éventuellement tantôt sur ce que je pense. Je pense qu'il faut avoir la sagesse de considérer l'ensemble des situations. Il faut essayer d'avoir la sagesse de pouvoir penser à un autre avenir, à un autre futur, ce qui est extrêmement compliqué parce que nous sommes profondément irrigués, je dirais, par nos habitudes, par nos comportements, par notre éducation, à effectivement avoir des comportements qui sont des comportements globalement prédateurs des ressources naturelles et globalement prédateurs des autres. Et donc, il y a là, je dirais, en termes vraiment de sagesse profonde et de philosophie politique, un certain nombre de logiciels, de paramètres à transformer. Mais c'est un long travail vers la transition éco-socialiste humaniste, un très très long travail sur soi individuel et un travail collectif, parce qu'on y est loin, vraiment très très loin. Comment, même s'il y a des fronts, et je termine par là, Franck, même s'il y a le front écologique qui s'ouvre, même s'il y a les fronts sociaux, il y a les fronts des coloniaux, il y a les fronts féministes, de tous ces mouvements qui je dirais, comme je l'espère, s'agglutinent, s'entraident, les ravaudeurs, comme dit Bruno Latour dans son dernier livre, bien sûr qu'il y a tout ça, mais il y a aussi
fondamentalement une série de dominations extrêmement profondes de l'humain sur la nature, de l'homme sur la femme, du blanc sur le non-blanc, du sédentaire sur le migrant, enfin et qui se combinent aussi. Et toutes ces dominations-là, elles éclatent. Et comment est-ce que je dirais, elles s'amplifient encore plus aujourd'hui à la lumière de cette crise sanitaire internationale. Merci Jean. Avant de passer au présent et à la manière dont les politiques principalement ont répondu, et eux aussi les individus et le peuple a répondu à cette crise, je voulais juste revenir sur une petite chose que tu as dit, Jean. Tu as dit nous n'avons pas été capables d'anticiper cette crise. Je crois que c'est quelque chose comme ça, ou en tout cas nos dirigeants n'ont pas été capables d'anticiper cette crise. Moi, je me demande si parce que Jacinthe en parlait, est-ce qu'ils n'ont pas été capables ou est-ce qu'ils ont foncièrement vraiment voulu l'anticiper comme ils auraient pu l'anticiper? Puisque j'ai regardé un documentaire il y a quelques mois sur la façon dont Trump a réagi à la crise. Mais malgré qu'on parle de Trump comme un clown, etc., je veux dire, la plupart des clowns qui nous dirigent aussi en Europe ont réagi à peu près de la même manière que Trump, quand même, à la crise avec... il parlait aux États-Unis que les experts, donc les experts scientifiques, les épidémiologistes, expliquaient qu'ils avaient, par rapport à Trump, depuis des années, un sorte de guide qui était prévu, comment répondre à une pandémie, genre de un A à Z, comment répondre à une pandémie, un truc énorme qui était sur le bureau de tous les présidents, parce que, comme le disait Jacinthe, les experts scientifiques savaient bien que, vu le mode de société dans lequel on était, on allait d'ici peu avoir à faire face à des pandémies. Et d'ailleurs, Jean, tu en parles bien dans tes chroniques de l'imprévisible, c'est pas la première pandémie qui arrive dans le 20e ou 21e siècle. Mais donc, pour moi, on n'est pas... Est-ce que les politiques ont été capables? C'est ce qu'ils ont vraiment voulu, en fait, répondre à la crise? Parce que je pense qu'ils avaient les outils pour mieux y répondre, en tout cas. Je ne sais pas votre avis là-dessus, et après, on passera au présent. Moi, je pense, Franck, que la question... J'ai été dans la politique, à un moment, très modestement, au Parlement. Et donc, ça me frappe toujours, comme le politique, c'est la gestion de l'urgence. C'est éteindre les incendies. C'est pas faire le bien, c'est éviter le pire, pour reprendre la formule du philosophe André Comte-Sponville. Et donc, ça, c'est l'immédiateté. Et c'est, je pense, hélas, l'immédiateté de la condition humaine, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans un avenir terrestre plus lointain. Je ne parle même pas de l'avenir céleste. Il y a l'enfer, c'est les autres, le paradis, c'est les autres, d'une certaine manière, pour retourner la formule de Sartre. Il y a une difficulté profonde, comme je parlais de l'historien Marc Ferraud, ça me frappe comment les gouvernements et les peuples ont été incapables dans l'histoire, et singulièrement au XXe siècle, puisque c'est plus proche de nous, face au risque de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, face au génocide au Rwanda, face à la révolution islamique en Iran en 1979. Donc, je veux dire, il y a eu des tas d'événements qui étaient potentiellement, je dirais, sur les rails et sur lesquels, à défaut d'outils, parce que d'un autre côté, il y a effectivement un certain nombre de projets citoyens, il n'y a pas que les penseurs, les intellectuels, les universitaires, même s'ils sont extrêmement intéressants, il y a beaucoup, je dirais, d'analyses qui sont produites. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ressort Pablo Servigne, Jared Diamant, pour en prendre quelques-uns que j'aime bien lire, Yves Cocher, pour prendre la collapsologie, ils disent tous, Suzanne Georges, ils disent tous, entre 2012 et 2022, il y a un petit livre aux éditions de Minuit, qui dit, ils disent tous, Serge Latouche par exemple, il va se passer quelque chose, on ne sait pas dire ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose qu'on pourra peut-être assimiler à la chute de l'Empire romain. Certains disent, font ce parallèle-là, en disant, et quand on relit ça aujourd'hui, un petit livre 2012-2022, L'avenir du monde, avec Jean-Pierre Dupuis aussi, enfin, ils disent tout ce qui va se passer, qu'on ne peut pas rester sur le mode de développement avec une croissance infinie actuelle. C'est impossible. Alors, est-ce que ce sera une crise économique? Est-ce que ce sera une crise sanitaire? Est-ce que ce sera un tsunami? Un dérèglement climatique absolument majeur avec des sécheresses et des inondations? La crise des subprimes? Est-ce que ce sera un combiné un petit peu de la crise financière, la crise budgétaire, la crise sanitaire, la crise sociale?
Nul ne sait le dire. Je constate simplement qu'aujourd'hui, en avril 2021, qui aurait pensé, il y en a un an et demi, qui aurait pensé qu'aujourd'hui, le monde serait, je dirais, suspendu à des transformations extrêmement profondes et effectivement qui changent profondément nos vies actuelles. Hein, qui aurait pu imaginer ça? Si on avait dit ça à l'automne 2019, les avions vont plus voler, la sécurité sociale va se renforcer, l'État va financer, même les États-Unis, État libéral, vont créer des systèmes de protection sociale, certes temporaires, pour aider les gens, il y aurait des droits passerelles, on va applaudir les infirmières et les infirmiers, enfin, on pourrait prendre des tas et des tas d'exemples. Personne, on aurait dit, voilà, c'est Steven Soderbergh dans son film Contagion 2011, c'est le fléau de Stephen King, écrit dans les années 70-80, mais c'est pas le monde ici, hic et nunc d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc il y a, je pense, une réflexion à avoir sur notre incapacité à anticiper l'histoire. Pour reprendre encore un terme de Karl Marx, les hommes font l'histoire sans savoir l'histoire qu'ils font. Je pense qu'il ce qui est une vérité, je pense, extrêmement profonde et qu'il faut essayer de faire démentir, de faire mentir dans un nouveau paradigme de civilisation. Et il y a des projets, il y a des tas de projets alternatifs. Daniel Tanuro est venu dans ton émission, et donc on sent bien qu'il y a des possibilités, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on va traduire ça aujourd'hui. Toute la difficulté politique est là, et je suis très honnêtement avec beaucoup d'interrogations sur les capacités de la société d'entendre ce message profond et alternatif. Merci beaucoup, Jean. Avant de te passer la parole, Jacinthe, si tu veux réagir à ce que vient de dire Jean, ou alors j'enchaîne avec d'autres questions, je voulais rappeler aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser des questions et que d'ici à peu près une vingtaine de minutes, on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, sur par exemple, le live Facebook, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des questions et à les adresser soit à Jacinthe, soit à Jean, soit à tous les deux d'ailleurs. Oui, Jacinthe, tu voulais réagir ? Mais vraiment court pour qu'on puisse avancer, pour insister sur certains éléments, avec cette idée que nous sommes très souvent, par rapport à la question de l'anticipation, etc., que ce soit en tant qu'individu ou en tant que collectivité gouvernant, nous sommes pris par cette impossibilité à penser le pire. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut se résoudre à penser le pire pour ne pas le vivre en quelque sorte. Et donc, on peut plus se voiler la face. Et donc, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose là, c'est un indispensable. Et le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est par rapport à la question de l'immédiateté. En effet, la pandémie, elle a pris par surprise, même si on aurait pu l'anticiper, mais elle a pris par surprise. Et puis, les effets sont immédiats. Et donc, il y a un besoin de réaction aussi immédiate au niveau des politiciens ou des gouvernants. Il y a quelque chose là, il faut agir tout de suite parce que c'est quelque chose aussi qui pourrait directement leur être reproché. Ça tombe aussi par rapport aux logiques plus électoralistes, etc. Tandis que les catastrophes à venir qui s'inscrivent dans cette dégradation finalement profonde de nos conditions de vie en lien avec notre système économico-politique, eh bien, on a l'impression qu'on va toujours pouvoir reporter quelque chose, qu'on n'est pas directement responsable ou qu'on n'est pas directement les personnes qui devraient être celles qui agissent aujourd'hui, maintenant. Et donc, à la fois, l'immédiateté, elle a un double versant. À la fois, c'est une espèce de truc qui nous prend comme ça. Et à la fois, le fait que les autres catastrophes qui s'annoncent et qui seront probablement plus graves que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si rien ne change, eh bien, elles ne semblent pas être immédiates. Et elles empêchent dès lors que quelque chose aussi se mette en place. Et donc, Jean parlait de changer de logiciel. J'avais envie d'insister sur changer de logiciel, c'est ça aussi. C'est à un moment donné accepter que si nous ne changeons pas, c'est le pire qui nous attend et que donc on est dans la nécessité de se mettre en mouvement. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tant que quelque part il n'y a pas quelque chose qui bouge, qui se transforme dans notre perception, dans nos représentations finalement de ce qu'on vit et de ce qui nous attend, ben c'est aussi très difficile de mettre la machine en route. Merci Jacinthe. C'est la question à $1 million. J'ai
l'impression, ou d'euros qu'on se pose. Parce que comment mettre la machine en route? Je veux dire, la machine en route, l'exemple, qu'on le veuille ou non, dans nos démocraties participatives, doit venir du haut, ou doit venir de ceux qui ont le micro, en gros, j'ai l'impression, ou ceux qui peuvent. Alors, j'en parlais, et toi aussi, Jacinthe, il y a plein de petits exemples, hein, qui se font, qui se créent. Et quelque part, c'est ça qu'il faut aussi, c'est qu'un petit exemple réussisse pour qu'après, il soit multiplié par d'autres petits exemples. Mais tant que nos dirigeants et les hommes politiques et les femmes politiques n'envoient pas un message clair que oui, comme tu dis, Jacinthe, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Si on continue comme ça, le pire va arriver. Ce que vous vivez avec Covid, ce n'est rien par rapport à ce qu'on pourra vivre avec une autre pandémie. Tant qu'eux ne vont pas, et les médias dominants aussi, qui jouent un rôle très très important et qui ont joué un rôle très important et qui continuent à le jouer dans cette pandémie, tant qu'on ne va pas passer, qu'eux aussi ne vont pas changer ça, on va avoir du mal à ce que la population, les 90% de la population, on va dire, comprennent qu'il faut aussi changer de mode de société. Et je voulais, avant qu'on parle de ça, parce qu'on parle du coup un peu du futur, je voulais parler vraiment là maintenant des effets. Et on avait invité quelqu'un du collectif Santé en lutte, mais comme le titre le dit bien, ils sont en lutte, donc ils sont très occupés. Elles se sont excusées, mais elles n'ont pas pu être là parmi nous. Mais l'effet qu'a toujours cette pandémie sur les gens, l'effet psychologique aussi. On le voit là, ça fait 1 an. Autour de moi, on sent que les gens, il y a un, je sais même pas si c'est un ras-le-bol, on sent que les gens sont sur une sorte de brèche comme ça. On sent que c'est très très difficile, plus difficile pour certains que pour d'autres bien sûr, mais très difficile pour beaucoup de gens psychologiquement. Et comme disait une amie à moi qui est d'ailleurs médecin, elle me disait, on a tout fait pour désengorger les hôpitaux de cas Covid, sans penser qu'il y avait une porte derrière où on engorgeait les hôpitaux de cas de dépression, de suicide, de vraiment de gros problèmes mentaux, en fait. Qui veut prendre la parole par rapport à ça? Vraiment les effets très, très lourds, en fait, que cette pandémie peut potentiellement avoir sur les années à venir, en fait. Tu peux y aller, j'en parlerai après. Franck, par rapport aux réflexions que tu viens de faire, je pense que, et je ne dis rien d'original ce soir, ce qui manque sans doute en grande partie, c'est un nouveau récit. C'est une nouvelle narration du monde, parce que les êtres humains, ben voilà, c'est des êtres de fiction, c'est des êtres, ils aiment bien l'aspect, le grand rêve émancipateur, qu'il soit d'ailleurs religieux, spirituel ou très matérialiste. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement, comme dit Jacinthe, on est dans l'immédiateté, on a difficile à se projeter, et singulièrement, une vie d'homme, c'est court par rapport aux grands phénomènes cosmiques. Donc effectivement, on se dit, ben, en 2100, 2150, quand on écoute les prévisions du GIEC ou de Jean-Pascal Van Ypersele, on se dit, ben, ce sera pour les générations futures. Certes, on a, je dirais, un pincement éthique, un pincement moral, en disant, on doit quand même changer notre manière de consommer, notre manière de produire, on doit relocaliser, on doit manger moins de viande, on doit voilà. On doit consommer moins d'arbres et moins de papier, on a moins de déforestation, donc on sent bien. Mais enfin, comme effectivement, on est dans des pays quand même, malgré tout, et c'est ça tout le débat, j'entends bien effectivement les difficultés d'une partie de la population, singulièrement d'une partie des jeunes, mais comment dirais-je ça, pour ne pas heurter, moi, mais en même temps pour être sincère, je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait légitime, mais que c'est surtout révélateur d'inégalités sociales extrêmement profondes. Et effectivement, un peu comme je disais dans une formule caricaturale, on ne peut pas comparer la bourgeoisie des quartiers périphériques qui est confinée avec l'orteil dans la piscine avec les gens modestes ou très très modestes ou pauvres ou sans abri ou sans papier des quartiers dans les logements sociaux du cœur de Molenbeek, de Charleroi, de la Louvière, de Liège ou de Genk. Donc je pense qu'il faut bien sentir qu'effectivement l'effet, je dirais, l'effet dans la vie quotidienne des citoyens de la pandémie est vécu de manière extrêmement
différents. Hein, et que, je veux dire, enfant ressenti quand on est dans une villa à Uccle, enfant ressenti 8 quand on est dans un logement social avec la promiscuité et des mètres carrés relativement réduits. Ceci pour dire que je comprends à la fois les énervements, à la fois la volonté et l'abattement et les difficultés psychologiques et la santé mentale défaillante d'un certain nombre de personnes, mais en même temps, je pense qu'il faut relativiser aussi les choses par rapport à des humains, par rapport à des terriens qui vivent dans des conditions épouvantables dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Donc je pense qu'il faut relativiser. C'est pour ça que je parlais tantôt du luxe de pouvoir, je dirais, se laver les mains, du luxe de pouvoir aller à l'école, du luxe de pouvoir manger à sa faim, du luxe de pouvoir avoir de l'eau potable. Hein. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière la pandémie, il y a des inégalités sociales, des inégalités extrêmement profonde, que d'ailleurs tous les rapports d'Oxfam et autres montrent bien que ces inégalités s'accroissent avec le temps, augmentent, Thomas Piketty l'a montré de manière absolument remarquable, et que donc nous avons quand même sous nos latitudes, sous nos entre guillemets tropiques d'Europe de l'Ouest, à la fois un certain nombre d'inquiétudes et de mal-être bien compréhensibles, mais en même temps des systèmes, on va parler à un moment du rôle de l'État, certainement, et des pouvoirs publics. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la protection sociale, les systèmes de protection sociale ont joué quand même un rôle absolument déterminant dans le maintien, je dirais, d'un certain niveau de vie d'une toute grande partie de la population en Belgique, en France, en Allemagne, même en Grande-Bretagne et même aux États-Unis, où Trump a pris un certain nombre de mesures qu'on n'aurait jamais imaginées dans un pays strictement capitaliste et tout à fait strictement, je dirais, libéral. Donc le retour de l'État-providence, le retour de la sécurité sociale, avec toutes ses implications positives, mais certes on s'y est habitué, est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, de tout à fait important et qu'on a malheureusement parfois qu'on oublie, mais quand on regarde là où il n'y a pas de sécurité sociale, là où ce sont les solidarités chaudes, les solidarités familiales, les solidarités entre générations et toutes les difficultés, toutes les inégalités, toute la misère, l'exclusion sociale, la pauvreté que ces situations génèrent, on est quand même, je dis bien, on est quand même relativement bien lotis chez nous par rapport à l'ensemble des peuples de la planète. Je voulais, Franck, je mets cette petite précision. Je pense qu'il faut avoir une vision universelle, il faut avoir une vision planétaire. Notre situation dans les quartiers de Bruxelles, d'Anvers ou de Liège, ce n'est pas la même chose que dans les quartiers de Kinshasa, ce n'est pas la même chose que dans les quartiers de Sao Paulo, ça n'a rien à voir. Je vais dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la souffrance sociale, de la misère, de l'exclusion. Bien sûr qu'il y en a. On le voit bien d'ailleurs au nombre de demandes de revenus d'intégration sociale qui augmentent dans les CPAS. Mais je pense qu'il faut bien avoir conscience il y a peu de gens qui meurent de faim ou pas. Je voudrais pas. Il faudrait demander son avis à Christine Mailly. Mais il y a relativement peu, même s'il y a de la misère, de la souffrance, etc. Donc je pense, voilà, c'est ce que je voulais mettre cette petite nuance là pour relativiser quand même, relativiser les choses. Et je termine en disant, pardonnez-moi d'être peut-être un peu trop long, je disais, moi j'ai 2 garçons, ils n'en peuvent plus, ils ont 30 ans, ils travaillent puis ils doivent rentrer chez eux, le couvre-feu à Bruxelles en plus c'est 10 heures, donc l'Horeca est fermé, donc ils ne peuvent pas aller boire un verre avec des amis et des amis, mais qu'est-ce que ça aurait été, il faut aussi avoir le recul historique, qu'est-ce que ça avait été si mes garçons, mes enfants avaient eu 20 ans en 1914 ou en 1940 ? Hein, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient été, c'est un objecteur de conscience qui parle, ils auraient été forcément embrigadés par la conscription et donc ils auraient été face aux armées allemandes. Et donc je me dis, je m'inquiète déjà maintenant, qu'est-ce que ça aurait été quand il y a le risque de la mort de ces enfants, qui est sans doute le pire qui peut arriver à un être humain, quel aurait été mon état d'esprit à ce moment-là? Ceci pour ces 2 petites remarques, pour relativiser, je dirais, et mettre en perspective à la fois dans le temps et dans l'espace les choses. Merci Jean. Tu as dit 2 choses. Du coup, avant de te passer la parole, Jacinthe, je voulais rebondir sur 2 choses que Jean a dit, et tu pourras y répondre, bien sûr. Il a parlé de la mort.
Et quelque chose, je crois, qui a choqué quand même beaucoup de monde au début, surtout du premier confinement, c'était donc dans les homes et les EHPAD en France, où on a dit aux gens, vous ne pourrez pas aller voir vos parents, vos grands-parents, même ceux qui sont mourants, et vous ne pourrez pas souvent même les enterrer. Et dans notre société et dans qu'on va appeler pour ce soir judéo-chrétienne, on sait que le deuil a une partie vraiment cruciale, et ne pas pouvoir faire ce type de deuil, j'ai trouvé ça d'une violence incroyable quand même. Et une autre chose, c'était, moi, c'est les informations, la manière dont l'information Covid a été traitée depuis le début et encore aujourd'hui, qui ont vraiment complètement confus les gens. Alors, un jour, c'était les masques ne servent à rien. Ça a été dit. Il faudra peut-être le rappeler aux politiques, hein, qui, au début de la pandémie, nous ont dit les masques, ça sert à rien. Une fois qu'on a eu les masques, on a dit les masques, ça sert à tout. 2 mois plus tard, on a dit non, pas ces masques-là, les autres. 3 mois plus tard, on nous disait non, pas ici, dehors. Et je trouve que ça a créé, parce que un être humain, je parle pour moi personnellement, ne pas savoir où on va, ne pas comprendre ce qui se passe, c'est ça qui rend les gens fous, en fait. Et je sais que vous en parlez dans votre ouvrage, Jacinthe, du deuil et de cette constante état de choc et de confusion, du coup. Et donc, je voulais que tu rebondisses peut-être là-dessus, en plus de ce que tu voulais sûrement dire avant. Merci. Oui. Oui, voilà, je regardais pour que mon micro soit allumé. Oui, je vais aller à l'essentiel pour pouvoir répondre à ta question. Donc, au niveau des effets, moi, j'avais juste envie d'insister sur quelques éléments. Un des effets de la Covid, c'est que c'était un puissant révélateur, évidemment, des effets délétères et mortifères de notre mode de vie. Donc, on en a largement parlé. Mais c'était aussi un puissant révélateur des inégalités. Les inégalités vraiment, comme le dit Jean, à l'échelle de la planète, mais dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque ville, des inégalités aussi en matière évidemment de classe sociale, mais aussi de genre, hein, parce que vraiment la pandémie n'a pas frappé tout le monde de la même manière, aussi en fonction évidemment de la question du genre, les inégalités d'âge bien entendu, mais aussi ethno-raciales, et puis même cette prise de conscience de l'inégalité des vies, c'est-à-dire qui va-t-on choisir de protéger, qui va-t-on laisser de côté, de nouveau à l'échelle de la planète, mais aussi chez nous. Je pense notamment pendant le premier confinement aux personnes sans papier qu'on on a mis un certain temps avant de se décider à agir et éventuellement faire quelque chose pour que ces personnes ne soient pas tout à fait livrées à elles-mêmes par rapport à la situation de pandémie qui venait déjà s'ajouter évidemment à leur situation de non ou de très peu de droits. Et donc, voilà, il y a toutes ces questions-là aussi en termes d'effets. Et ces effets-là, à la fois par rapport à notre mode de vie et par rapport aux inégalités, à l'inégalité des vies, c'est planétaire. Après, il y a des choses qui sont davantage situées chez nous et peut-être ailleurs aussi, mais qu'on peut penser quand même davantage à partir de qu'est-ce qui se passe chez nous. Et là, j'en arrive alors, je peux faire le lien avec ta question sur aussi les informations, les discours et la manière dont ça va pas augmenter finalement ce que les gens ont à vivre avec cette grande question qui est celle de l'incertitude. En fait, qu'est-ce que ça provoque l'incertitude? Donc l'incertitude, c'est ne plus rien comprendre de ce qui nous arrive, ne pas parvenir à se projeter, ne pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ne pas savoir comment se protéger, comment protéger les siens, etc. Et quand on a un climat évidemment d'incertitude en lien avec la pandémie, et quand s'ajoute à cela un discours, il est vrai, en particulier en début de pandémie, politique relayée aussi par les médias qui ajoutent évidemment de l'incertitude en étant dans des informations et des discours contradictoires. Donc il y a notamment toute la question du masque, comme tu le rappelais, où on passe en très peu de temps d'un masque qui ne sert à rien, etc., à un masque qui devient obligatoire sans qu'on prenne la peine d'expliquer pourquoi on a un revirement de discours, etc. Et donc, voilà, ça vient ajouter encore de l'incertitude, ça ajoute aussi évidemment une difficulté par rapport à l'adhésion aux mesures, parce qu'il faut aussi pouvoir en parler. À partir du moment où un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est aussi difficile à comprendre pour toute une série de personnes, et des personnes qui étaient déjà parfois méfiante ou en questionnement, ça vient ajouter évidemment de la méfiance, et parfois ça se transforme en
en quelque chose de plus radical. C'est important aussi, je pense, de parler de l'état de sidération, qui a un effet aussi global, l'état de sidération par rapport à ce qui nous arrive, on comprend pas. On parle évidemment beaucoup de santé physique, mais au niveau de la santé psychique, moi je pense que ce sera important, de nouveau, je situe ça dans notre société en particulier, de ne pas juste réfléchir en termes de difficultés ou de maladies ou de traumas individuels, mais de pouvoir penser aussi en termes de traumas collectifs. Et donc de réfléchir aussi à une approche collective à la fois de réparation, mais aussi, et là je rejoins vraiment Jean, de contre-récits. Les gens ont besoin à la fois de comprendre et d'être portés autrement. Et moi j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps, mais cette dernière année en particulier, sur une augmentation dans la société de la défiance, et cette défiance qui parfois se transforme vraiment du côté du trauma et parfois se transforme du côté d'une adhésion aux théories complotistes. Et je pense que là aussi, on a quelque chose à réfléchir, mais derrière, c'est une quête de sens, c'est une quête de rationalité, c'est une quête de réassurance. Et donc, il y a vraiment un appel aussi de quelque chose qui vient expliquer et aussi quelque chose qui vient ouvrir. On a besoin de réouvrir quelque chose. Et pour le moment, il y a un vide là. Il y a un vide. Et ce vide, cette place, elle est de plus en plus prise à la fois par des discours nationalistes, populistes, voire extrémistes. Et cette place, elle est aussi prise par des discours complotistes. Et donc, on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et donc, je pense que, évidemment, dans l'après, il y aura beaucoup de choses à réparer. Il y aura des grandes questions de société, notamment des questions sociales autour des inégalités, bien entendu. Mais il y aura aussi des choses à réparer par rapport à ce qui aura été vécu et à la manière dont ça transforme ou pas le vivre ensemble et la possibilité de se projeter aussi. Donc, voilà, là, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister. Et par rapport à la question du deuil de manière plus spécifique, donc là, je parlais plutôt de quelque chose de collectif. Et bien sûr, il y a aussi des deuils individuels, mais qui sont aussi, je pense, qui seront à réinscrire dans quelque chose que nous avons vécu tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir enterrer ses morts correctement, de ne pas pouvoir dire au revoir ou adieu. Qu'est-ce que ça provoque à la fois pour les gens qui l'ont vécu directement, mais plus globalement pour la société. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental et il faudra faire quelque chose par rapport à ça. Et ce sera important de travailler quelque chose de la mémoire, de se remémorer, de ne pas oublier, parce que ça peut aussi participer à quelque chose qui nous pousse dans une autre direction, dans la direction du changement, de se souvenir de ce qui s'est joué là, parce qu'on sent qu'on est déjà dans un moment ici, un an, où il y a quelque chose du côté de la lassitude qui s'installe et tout un espèce de vent presque révolutionnaire qu'on avait comme ça dans les premiers mois de pandémie, de confinement. On sentait quand même quelque chose de très très fort. C'est en train déjà de s'effriter parce que les gens vont pas bien, parce que ça devient long, parce que les gens ont plein d'ennuis, que ce soit de santé physique ou psychique, mais aussi sur le plan évidemment économique, sur le plan des relations humaines, etc. Et que du coup, on est plutôt dans oublier vite pour revenir à quelque chose qui pourrait nous réassurer par sa normalité, en quelque sorte, de retomber dans des routines, alors que les routines, elles sont mortifères. Et donc là, il y a quelque chose à travailler aussi, je pense, là, et que une des manières de le faire pourrait aussi d'être de ne pas uniquement penser le deuil de manière individualisée, mais de le penser de manière collective, et la même chose pour le trauma. Pas uniquement le penser de manière individualisée, mais le penser de manière collective, de se confronter à ce que nous avons vécu, pour peut-être avancer vers autre chose. Merci beaucoup, Jacinthe. Tu as dit beaucoup de choses et tu as déjà, je trouve, commencé à envisager des pistes. On parlait de comment construire un futur différent, le penser de manière collective et le penser de manière globale est clairement crucial. Mais on a du boulot, clairement. Mais je trouve que tu as déjà, là, en 5 minutes, jeter quelques pistes jeter quelques graines qui pourraient être très intéressantes. Maintenant, faut arriver
mettre ça en place et je sais pas comment le mettre en place. Il nous reste, on va en parler un petit peu, hein. Il nous reste 30 minutes. Je rappelle que vous pouvez poser des questions aux gens qui nous regardent. Je vais commencer à peut-être à prendre quelques questions. Je voulais revenir aussi vite fait sur, vous parliez tous les deux de révélateur d'inégalité que le Covid a été. Alors désolé, c'est des chiffres par rapport aux États-Unis. C'est un article que j'ai lu aujourd'hui, donc c'est les chiffres que j'ai en tête. Et c'était pas par rapport à cette soirée, mais ça m'a choqué quand même, parce qu'on le sait, mais quand les chiffres sont là, c'est incroyable. En 78, aux États-Unis, les 0,1% les plus riches détenaient 7% des richesses du pays, donc des États-Unis. Donc en 78, c'était 7% que les 0,1% les plus riches détenaient. Et en 2019, c'est 20%. Donc c'est déjà énorme. Et Jeff Bezos, du coup, de Amazon, et Elon Musk de Tesla, qui sont les deux plus riches aux États-Unis, détiennent maintenant plus de 40%. Si on combine les 40% des Américains les plus pauvres, Bezos, donc deux personnes sont plus riches que, on doit parler de centaines de millions d'Américains. Donc si ça, parce que c'est le capitalisme, hein, le capitalisme, c'est acquérir autant de richesses qu'on peut dans un temps voulu. C'est des chiffres qui sont aberrants, même pour, je pense, le plus grand défendeur du capitalisme. Je trouve ça tellement aberrant et tellement violent qu'une société comme la nôtre puisse permettre à des choses comme ça d'arriver. Mais je pense aussi que peu de gens peut-être en ont conscience, et c'est aussi le rôle de l'éducation et d'ailleurs des associations comme les nôtres, d'éducation permanente, de faire comprendre aux gens, parce que quand on est armé de faits comme ça aide à pouvoir construire quelque chose pour le futur. Alors j'ai regardé. D'ailleurs, Jean, si tu voulais réagir, à ce qu'a dit Jacinthe, je trouve que c'était vraiment très, très intéressant ce qu'elle a dit juste avant que j'intervienne. Et je vais commencer à regarder les 2-3 questions qu'on m'a envoyées pendant ce temps, si tu veux. Je veux bien réagir, mais je partage tout à fait les analyses et l'enthousiasme un peu critique et un peu tragique de Jacinthe sur le futur. Mais donc, je partage tout à fait ces analyses-là. Je voulais vous citer, Franck, si ça ne vous dérange pas, quelques mots du philosophe français Frédéric Worms, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je me permets de les lire par rapport à la pandémie, par rapport au virus. Frédéric Worms, il écrit « L'option de tous les gouvernements, y compris la Chine, est fondée sur la prévention de toute mort évitable. C'est le principe premier de tous les gouvernements de la planète. Il y a une autre option, fondée sur la philosophie morale utilitariste, qui consiste à calculer du point de vue de l'intérêt général. On confine moins, on assume de sacrifier aujourd'hui des vies, celles des plus fragiles et des plus vieux. Mais au bout du compte, on préserve le collectif de la mort, en permettant une immunisation croissante de la population et en espérant réduire les effets désastreux de la crise économique. » Pourquoi est-ce que je lis ça? Parce que je lis en même temps les questions de Mathieu, de Arnaud, de Jean-Jacques, et je voulais juste dire qu'au fond, je ne vois pas ce que, avec leurs traditions différentes, avec leurs cultures différentes, les différents gouvernements de la planète, qu'ils soient très démocratiques ou très autoritaires, auraient pu fondamentalement, dans l'immédiateté, faire autre chose que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, au fond, avoir l'idée fondamentale de dire, c'est l'intentionnalité de Kant, le principe essentiel, on sauve toute vie qui peut être sauvée. Et tu citais, chaque fois que je vois les chiffres de la pandémie en termes de, Jacinthe parlait du deuil et de la mort, c'est absolument fascinant, hein. C'est un Airbus chaque jour qui se crache en France, c'est un 11 septembre tous les jours aux États-Unis, pour prendre des métaphores et des images. Donc on est à, je n'ai plus vu les derniers chiffres, mais on est à 2 700 000, 2 800 000 morts au niveau planétaire, avec les chiffres en plus officiels, quand on va en Inde, au Brésil, etc. Donc on sent bien que la volonté de tous les gouvernants, de tous les gouvernements, même s'ils ne le disent pas évidemment en ces termes de philosophie politique, c'est de sauver le plus de vies possible. Mais
et c'est la question très juste d'Arnaud, qui est l'équilibre entre les mesures sanitaires et les libertés fondamentales, et cet équilibre extrêmement fragile, extrêmement difficile, singulièrement dans des pays démocratiques comme les nôtres. C'est plus facile en Corée du Sud, en Chine ou à Cuba, j'imagine. Eh bien, c'est au fond l'alternative, c'est l'immunité collective. C'est ce qu'ont essayé d'ailleurs les Anglais et Donald Trump au début. Et puis, ils ont changé d'avis. Et vous voyez d'ailleurs comment les politiques de Joe Biden est en train, en 2 mois, je dirais, de transformer radicalement ce qu'avait mis la précédente administration américaine. Donc, comment dirais-je, même s'il y a des erreurs de communication, même s'il y a des atermoiements, même s'il y a des contradictions permanentes, même si on dit aux gens, vous entrez et vous pouvez rouvrir et puis il faut refermer. Même si on dit aux jeunes, le couvre-feu c'est maintenant, et puis maintenant c'est plus tôt, puis ce sera peut-être que le 1er mai, on pourra de nouveau aller dans les commerces à autant, etc. Donc je comprends bien l'énervement profond que j'ai aussi ressenti, mais que je ressens un tout petit peu moins de pression aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'être vacciné. Mais donc je comprends très bien ce qui, moi, Franck, me paraît, comment dirais-je, la plus forte, en tout cas, indignation, qui m'énerve le plus profondément, c'est que ce soit l'industrie pharmaceutique, les grands laboratoires, c'est-à-dire les sociétés commerciales internationales, qui vendent au prix qu'elles décident de vendre, même si on nous cache les prix. Mais les Israéliens ont acheté plus cher que les Américains, qui ont acheté plus cher que les Européens. Vous voyez les niveaux de vaccination de la population dans ces différents pays à la date d'aujourd'hui. Donc, le fait que ce ne soit pas mis comme un bien commun, que ce ne soit pas universalisable, que ce ne soit pas dans la logique de la déconstruction de la propriété intellectuelle, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Un vaccin, quand il y a autant de morts tous les jours, toutes les minutes sur la planète, un vaccin, ça doit entrer dans le patrimoine commun de l'humanité. Ça ne doit plus faire partie, je dirais, de la sphère marchande. Ça doit faire partie du bien public. Et donc ça, c'est pour moi, si je prends un exemple de ce qui me révulse le plus, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'AstraZeneca, de Pfizer, de BioNTech, etc. Mais ce sont d'abord des sociétés qui sont en train de faire des bénéfices absolument gigantesques. Tu parlais de Elon Musk et de Jeff Bezos, mais pensons à ces sociétés-là, au fond, un vaccin, les États-Unis, paraît-il, achètent chaque dose $19, les Européens $15, et c'est gratuit, heureusement, pour la population. Mais donc, effectivement, est-ce que nous allons, nous, citoyens contribuables, financer, je dirais, continuer à financer les bénéfices et les dividendes des actionnaires de ces grandes sociétés pharmaceutiques, plutôt que ces éléments essentiels pour le bien-être et pour la santé de l'ensemble des populations de la Terre puissent être entrés dans le patrimoine du bien commun, et donc de la gratuité, sous la responsabilité des seuls qui aujourd'hui représentent l'intérêt général, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Quoi qu'on pense par ailleurs des politiques et des pouvoirs publics. Donc c'est ça pour moi, c'est je dirais la grande, comment dirais-je, la grande indignation, pour reprendre Stéphane Hessel, que j'ai par rapport au-delà de toutes les petites indignations que je peux avoir. Cette indignation-là, elle est extrêmement puissante et extrêmement profonde. Merci Jean pour ces précisions. Jason, n'hésite pas à répondre, hein. Mais il y a pas mal de questions. Du coup, je vais peut-être essayer d'en poser quelques-unes parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Allez, je voulais revenir sur juste un petit point dont tu as parlé, Jean, quand tu disais que tu penses que malgré les erreurs, la volonté principale, en tout cas de nos dirigeants, alors je ne sais pas si c'est de nos dirigeants, si tu parlais de la Belgique ou de l'Europe ou du monde, a été de sauver le plus de personnes possible. Ça, moi, je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, certains dirigeants, quand on entendait juste avant l'été dernier Trump dire il faut tout réouvrir, ça y est, c'est fini, alors que tout le monde lui disait attention, Donald, je ne sais pas s'il disait attention, Donald, mais il disait attention, monsieur le président, si on réouvre tout maintenant, ça va être des centaines de milliers de morts en plus, et qu'il a fait. Quand Bolsonaro dit le masque, ça ne sert à rien, alors qu'on sait que le masque peut sauver quand même des vies, je pense que certains de nos dirigeants, avant de sauver peut-être des gens, ça dépend les gens, on parlait des inégalités, ça dépend desquels gens on parle en fait, mais je pense que certains de nos dirigeants, avant tout, ont voulu sauver le capitalisme, je pense, avant de sauver
une partie des gens qui les intéressaient peu, on va dire. Mais je veux pas dire tout à fait, mais aucun... Tout à fait, mais juste un mot, aucun gouvernement de la planète n'a uniquement joué sur le curseur, sur le paramètre de l'immunité collective. À l'heure d'aujourd'hui, Bolsonaro, il a évolué. À l'heure d'aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, je ne dis pas qu'il n'y a pas des arrière-pensées et qu'effectivement, tant que ce sont les pauvres, les Indiens, les Afro-Américains, les femmes des bidonvilles, ou les Indiens d'Amazonie, bien sûr que ça compte pas dans les calculs politiques d'un président comme Bolsonaro. Mais fondamentalement, il n'y a aucun État qui a osé dire « Eh bien, maintenant, on continue à vivre comme avant ». Et ceux qui n'ont pas la capacité de se soigner, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, parce qu'il n'y a pas les systèmes de protection sociale, ou bien les plus vulnérables, les plus vieux, les plus fragiles, tant pis pour eux, l'intérêt de l'ensemble de la majorité est plus important que des fragilités individuelles. Aucun État n'a exprimé ça de manière claire, alors que c'est une philosophie politique qui est très intelligente, que je ne partage moralement absolument pas, mais qui a eu, je dirais, toute son heure de gloire jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. C'est un débat que je lance là, hein. C'est un terme de philosophie politique, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a derrière, au fond, et c'est, pour répondre très, très succinctement à Arnaud, c'est faire cet équilibre entre, d'un côté, sauver des vies, préserver, je dirais, les capacités des hôpitaux et des soins intensifs, et de l'autre, permettre le plus d'ouverture sur les libertés et les droits fondamentaux. Cet équilibre-là, il est extrêmement difficile, je pense, aujourd'hui, singulièrement dans un État démocratique. Merci Jean. Jacinthe, tu as levé la main gauche. Oui, oui. Non, mais c'est pour compléter, mais sans vraiment... par rapport à cette question-là, je vais pas le développer maintenant, mais si jamais ça intéresse certaines personnes, peut-être renvoyer quand même au travail de mon collègue Pierre-Joseph Florent, à la fois dans donc, cet ouvrage Masquer le monde que nous avons coécrit, où en fait il analyse en comparant plus de 50 pays, l'arbitrage complexe qui a été fait dans chacun de ces pays entre les questions relatives à l'économie, et derrière l'économie, il y a évidemment aussi bien entendu le fonctionnement et la survie du système capitaliste, et puis les questions de santé. Et donc voilà, on voit la complexité évidemment à l'œuvre, avec des choses très très différentes d'un endroit de la planète à l'autre, mais aussi en fonction des différents temps de pandémie. Donc il analyse notamment comment aux États-Unis on a d'abord pris cette direction, et puis il y a un revirement. Même chose en Angleterre, même chose en Suède par rapport à l'immunité collective, etc. Donc voilà, ça vaut la peine, et je vais me permettre de mettre en avant aussi un autre travail. C'est une réflexion qu'il a poursuivie dans un ouvrage que nous avons coécrit à deux, qui va sortir incessamment sous peu, qui s'appelle « Dans l'œil de la pandémie, face à face anthropologique ». Et donc je peux pas résumer ça en quelques mots, parce que c'est vraiment des tableaux et des arbitrages. Enfin, il a fait des analyses qui sont pas complexe, qu'on ne peut pas résumer comme ça en 2 mots, mais on voit que cette tension-là, elle est permanente, et on voit comment dans chaque pays, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on a mis en avant, quelle est la direction qui a été choisie, et comme le dit Jean, en effet, en tout cas dans les analyses qu'il a pu produire, nulle part on ne voit que la question de la santé et de l'humain est totalement mise de côté, mais elle n'est pas forcément toujours la question prioritaire en fonction des lieux et en fonction du moment pendant cette année que nous venons de vivre ensemble. Et je voulais juste dire 2 mots, parce que moi, malheureusement, dans le chat, j'arrive pas à reculer en arrière, donc je vois pas toutes les questions, mais j'ai juste vu passer celle qui mettait en tension liberté et sécurité. Moi, je suis pas sûre que je mettrais en tension liberté et sécurité. Moi, je pense que je mettrais en tension liberté et solidarité, bien commun. Comment est-ce qu'on fait cohabiter finalement la question des libertés individuelles, des libertés fondamentales, et la question des solidarités collectives et des biens communs, donc du commun. Voilà, évidemment, pour le moment, on a l'impression que la tension, elle est autour de État sécuritaire, sanitaire sécuritaire, et évidemment liberté. Et c'est en partie ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on a des choix aussi qui sont du côté de la répression par rapport aux mesures, parfois plutôt que notre approche plus participative qui aurait été possible, ou un autre type de communication aussi et de respect aussi des citoyens depuis le début de la pandémie qui aurait été possible. Donc c'est pas ça qui a été majoritairement mis en place, mais je pense que pour la suite,
il y a quelque chose vraiment à réfléchir qui est plutôt d'une articulation entre liberté, donc l'individu, et solidarité, donc le collectif, le commun. Merci beaucoup. Donc j'ai une question. On a parlé du futur, de comment envisager le futur ensemble en tant que collectif humain. J'ai une question de Jean-Jacques. J'ai entendu un mot bizarre. Qui parle de convergence des luttes. Alors c'est un terme, alors je vais pas dire à la mode, mais évidemment convergence des luttes ou intersectionnalité. Donc Jean-Jacques nous dit la convergence des luttes dont Jean vient d'évoquer est une des conditions indispensables pour construire un après, un tant soit peu différent que le présent. Mais selon quelles modalités et avec quels outils sociaux? Voilà, c'est la question. Alors, quelles modalités, quels outils sociaux en 1 minute 30? Jean, tu as la parole. Je rigolais en 1 minute 30, mais il nous reste à peu près 10 minutes, donc ça serait bien de ne pas faire trop long. Révolte, résistance, projet alternatif, transformation de soi, mutation des valeurs, reconquête de l'État, planification écosocialiste. Ça, bravo. Non, mais voilà, c'est l'incertitude du futur de toutes ces luttes. Elles doivent. Nul ne s'émancipe que par soi-même. On n'est pas émancipé par les autres. Donc, fondamentalement, je pense, je parle sous le contrôle de Jacinthe. Moi, je ne suis pas universitaire, donc je n'ai pas réfléchi. Je suis plus dans la vie de militance depuis 30 ans de terrain. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, c'est cette articulation, cette intersectionnalité de toutes ces luttes. Le problème qu'il y a, me semble-t-il, c'est qu'il y a aussi d'autres luttes. D'autres luttes qui sont des luttes extrémistes, racistes, homophobes, sexistes, machistes, et qui sont puissantes et qui marchent relativement bien. Et donc, quand je prends l'Inde, quand je prends la Turquie, quand je prends le Brésil, quand je prenais les États-Unis, quand je prends la Hongrie, quand je prends la Tchéquie, quand je prends l'Égypte, je pourrais prendre beaucoup, la Jordanie, qui est un pays magnifique, mais je vois que toutes ces forces conservatrices, identitaires, de repli, de rejet de l'autre, de refus de la solidarité, de la fraternité, les populistes, peu importe comment on les appelle, sont en train de monter partout. Comme s'il y avait d'un côté, je dirais, comme si tous les gagnants entre guillemets de la mondialisation, qui sont extrêmement minoritaires, allaient s'affronter à tous les perdants, je simplifie les choses, de la mondialisation. Et parmi ces perdants, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a tous les mouvements progressistes dont tu parles, mais il y a aussi, hélas, tous ces mouvements de perdants, de entre guillemets petits blancs qui veulent leur revanche sur l'histoire et qui aujourd'hui se traduisent par des politiques autoritaires qui sont en train de plus en plus d'envahir la planète. Donc je ne suis pas spécialement optimiste sur les nouveaux clivages politiques planétaires. Et avant que tu interviennes, Jacinthe, si tu veux intervenir, j'ai une question, ça va être peut-être pas l'une des dernières, mais d'Amandine, qui pose, parce qu'on parlait tout à l'heure de la sécurité et la liberté. Amandine, Damien, je la connais d'ailleurs, salut Amandine, pose une question et elle dit, la répression donc elle parle surtout des Gilets jaunes et de la France. La répression est terrible en ce moment. Elle était déjà avant, notamment pendant le soulèvement des Gilets jaunes. On se sent immobilisé. Alors, comment résister et comment reprendre un nouveau récit collectif? C'est une question clé, je pense, parce que la répression, quand on se dit recréons ce discours collectif, ressortons dans la rue ensemble, la convergence des luttes, on voit en ce moment qu'on se prend des coups de matraque sur la tête. Et du coup, c'est très difficile ensuite de pouvoir avancer de nouveau. Je ne sais pas si tu veux répondre, Jacinthe. J'imagine que tu as réfléchi à ce genre de questions déjà. Oui, mais il y a beaucoup de choses.
Je vais essayer de remonter, de ne pas être trop longue. Bon, d'abord, la convergence des luttes, c'est en effet un indispensable puisqu'on est aujourd'hui dans des diffractions de plus en plus grandes, des rapports de force qui sont tout à fait disproportionnés entre, d'une part, évidemment, ceux qui sont, voilà, qui ont déjà à la fois les pouvoirs politiques, économiques et qui n'ont pas du tout envie, évidemment, de lâcher puisqu'ils sont, comme les nomme Jean, les gagnants de la globalisation, et puis entre les multiples perdants de la globalisation et qui, voilà, se retrouvent à des échelles différentes, et notamment chez nous, on le voit au travers de la montée des extrémismes et des populismes. Donc là, voilà, on a un indispensable, la convergence des luttes, on pourrait dire progressistes, mais qui n'a rien d'évident. Et donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que ça suppose aussi le respect de chacun, des priorités de chacun, des agendas de chacun, des termes de référence de chacun, pour qu'il puisse y avoir voilà, convergence autour d'un projet de société alternatif, mais qui tient compte à la fois des enjeux de justice sociale, de justice écologique, de justice de genre, de justice raciale. Donc c'est un tout. Et on voit de plus en plus effectivement que dans certains collectifs, voilà, le tout est là et qu'il y a quelque chose qui se construit. Mais ça reste pour le moment, je pense, encore fragile et en construction, et il faut être vraiment attentif à ça. C'est pas, voilà, évidemment, c'est un idéal, mais qui n'est pas évident à construire au quotidien, parce que c'est pas parce qu'on partage peut-être toute une série de valeurs qu'on est forcément d'accord sur tout, et encore moins sur les moyens d'y arriver, et encore moins sur les enjeux prioritaires, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que ce changement de direction et cette convergence repose et reposera de plus en plus, je pense, sur une conscience de nos fragilités, de nos interdépendances. Et c'est ça aussi qui va nous porter vers cette urgence de réouvrir l'imaginaire des possibles et de construire quelque chose d'un projet de société alternative. Parce que des alternatives, comme on le disait tout à l'heure, il y en a déjà à la fois à petite échelle, mais aussi à grande échelle. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui pensent aussi des projets de société alternatifs. Tu citais tout à l'heure Tanuro. En Belgique, il y a notamment effectivement Tanuro, Bajois, Petrella, Outar. Enfin, voilà, il y a plein de gens aussi qui, en collaboration, bien entendu, avec les sociétés civiles, pensent voilà, d'autres manières qui seraient possibles voilà, de faire société, plus évidemment de multiples expérimentations locales. Mais pour que ça puisse se mettre en place, je pense voilà, il va falloir tenir compte aussi des écarts, des diffractions croissantes. Les luttes, il n'y a rien de simple là derrière, d'autant que les forces aussi contraires, mais aussi les forces du statu quo sont là, prenantes, pressantes. Et que pour peut-être en venir alors à la question qui est posée plus directement sur la répression, oui, il est évident que pour le moment, on a l'impression qu'il est plus difficile encore d'être en lutte, en tout cas d'être en lutte par l'intermédiaire de certaines voix qui étaient jusqu'à présent les voix majoritaire dans le temps présent de notre société, bien entendu, qui était la manifestation, notamment de rue, pour exprimer son mécontentement, en parallèle, évidemment, de tous les lieux du politique et de tous les lieux de pensée, d'expérimentation, d'alternatives. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui est en transformation, de même que la manière dont tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux aussi. Il y a à la fois évidemment un potentiel, mais il y a aussi un potentiel de surveillance aussi par rapport à ce qui se passe là. Et donc c'est vrai qu'on est dans un moment comme ça un peu compliqué, où il faudra certainement dans l'avenir être très très attentif à ce que les enjeux de participation et de possibilités de lutte et de réinvention de la participation et de la lutte soient premières. Et qu'il va y avoir de la résistance, et la résistance, elle sera à la fois du côté des gagnants de la globalisation, comme on les nommait tout à l'heure, mais aussi d'une partie, bien entendu, des gouvernants. Et donc,
rien n'est possible sans de véritables luttes, et je pense que les luttes à venir ne seront pas des luttes gentillettes et faciles et simples. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de collectif et de massif à construire, et c'est vrai que ça peut sembler effrayant, mais ce sera probablement nécessaire. Merci beaucoup, Jacinthe. En fait, Jean, je vais te laisser les mots de la conclusion, si tu veux bien. En fait, pour être honnête, je reprendrai un petit peu la parole à la fin pendant 30 secondes pour dire au revoir à tout le monde. Mais si tu veux conclure, il nous reste 6 minutes. Je peux te donner 3 minutes 45, si tu veux. En quelques secondes, Lao Tzu disait « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. » Puisse cette petite rencontre être une petite bougie parmi les ténèbres. Merci beaucoup, Jean. C'est un très joli mot de fin, une très belle citation de fin. Et je pense que oui, on est d'accord, on en a parlé là depuis 1h30, que ces petits exemples de lutte qui se passent un peu partout, que ce soit en Belgique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, sont peut-être ces petites bougies, ou en tout cas ces petites étincelles, en fait, et qu'on a besoin de ça aussi, évidemment, en tant que militants et militantes pour avancer. Parce que s'il n'y avait pas ces petites luttes de temps en temps pour nous donner espoir, ça serait encore plus difficile. Donc voilà, merci à tous les deux. Je rappelle que Jacinthe est l'autrice d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Masquer le monde », avec plusieurs autres auteurs, qui est sorti en 2020, donc l'année dernière. Jean aussi, les Chroniques de l'imprévisible chez PAC. Et je voulais aussi remercier Davidé, Victor et Julien qui sont là avec moi ce soir. On a une grosse régie chez PAC, une grosse équipe. Et je voulais vous donner rendez-vous le 20 avril prochain. Ça sera donc les jours heureux numéro 5. Nous parlerons le choix du chômage. Ça sera le titre de l'émission qui s'appellera le choix du chômage. Nous recevrons des gens à ce moment-là aussi. Et vous pourrez réécouter l'émission de ce soir en version podcast d'ici une grosse semaine, on va dire. Je l'espère, parce qu'en fait, on est pendant les vacances de Pâques. Ça sera peut-être un peu plus long qu'une semaine. Mais en tout cas, vous pourrez la réécouter. Je vois Julien qui se cache parce que c'est lui qui doit faire le montage. Donc, Julien ne part pas en vacances, je l'annonce. Il va faire le montage de l'émission. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Merci Jacinthe, merci Jean. Au revoir. Merci.